Vous savez, à 58 ans, je croyais comprendre le poids de la trahison. J'avais surmonté la mort subite de mon mari, élevé mon fils seul et construit ma vie sur les cendres de la perte. Mais la vie m'attendait encore une leçon qui allait mettre à l'épreuve tout ce que je croyais savoir sur la famille, la confiance et la force tranquille qui nous habitent tous. Je m'appelle Marie, et je veux partager avec vous une histoire qui a non seulement changé ma vie, mais aussi ma compréhension de ce que signifie protéger ce qui compte le plus. C'est l'histoire d'une maison qui était plus que des murs et des fenêtres, d'un fils que j'aimais plus que mon propre souffle, et d'une femme qui a failli détruire tout ce qui m'était cher. Mais surtout, il s'agit de découvrir que parfois, notre plus grande force n'émerge pas dans les moments de triomphe, mais dans la détermination tranquille de tenir bon lorsque tout ce que nous avons construit menace de s'effondrer autour de nous. Laissez-moi d'abord vous parler de ma maison, car sans comprendre ce qu'elle signifiait pour moi, on ne peut pas vraiment saisir ce qui était en jeu. Elle se trouve dans une rue calme de Lyon, avec ses volets bleus que mon mari Pierre a peints au printemps précédant sa mort. Le jardin fleurit encore des rosiers qu'il a plantés pour notre 10e anniversaire de mariage, des plantes grimpantes d'un rouge profond qui s'étendent jusqu'aux fenêtres du 2e étage où notre fils Thomas jouait enfant. Chaque pièce est chargée d'un souvenir. La cuisine où Pierre et moi partagions notre café du matin, où j'ai appris à Thomas à préparer le coq au vin de sa grand-mère, où nous avons fêté sa remise de diplôme universitaire avec du champagne et des larmes de joie. Le salon où nous nous retrouvions pour les dîners du dimanche, où Pierre lisait des histoires avant de dormir, où j'ai tenu Thomas dans mes bras lors de son premier chagrin d'amour à 16 ans. Après l'accident de Pierre, un moment qui a divisé ma vie entre avant et après, cette maison est devenue mon sanctuaire. J'avais 42 ans, soudain seul avec un garçon de 12 ans qui ressemblait tellement à son père que j'en avais le souffle coupé. Nous avons pleuré ensemble dans ces pièces, guéri ensemble et lentement reconstruit nos vies au rythme des matinées d'école et des soirées tranquilles. J'ai repris mon travail de bibliothécaire, trouvant du réconfort dans le monde ordonné des livres et dans les interactions chaleureuses avec les usagers qui sont devenus comme une famille élargie. Thomas est devenu un jeune homme attentionné, étudiant en ingénierie, dont nous étions fiers par son dévouement et sa gentillesse. Lorsqu'il est parti à l'université, la maison semblait plus grande, plus vide, mais elle est restée notre point d'ancrage, l'endroit où il revenait pour les vacances, pour le confort, pour le simple plaisir d'être chez lui. À 58 ans, je pensais que ma vie était réglée. J'avais mon travail, mon jardin, mon petit cercle d'amis proches. J'avais survécu à la perte et à la solitude et j'en étais ressortie plus forte. Cette maison n'était pas seulement mon foyer, c'était ma sécurité, mon indépendance, le témoignage d'une vie bien vécue malgré ses chagrins. Je n'aurais jamais imaginé que ce sanctuaire deviendrait le champ de bataille d'une guerre que je menais sans savoir que je menais. Thomas a rencontré Sylvie pendant sa dernière année d'école d'ingénieur. Elle étudiait la gestion d'entreprise, une femme remarquable au regard ambitieux et au sourire qui semblait calculer son effet. Lorsqu'il l'a ramenée à la maison pour le dîner du dimanche, j'ai essayé de l'embrasser avec la chaleur que j'avais toujours témoignée à ses amis. Mais quelque chose dans son attitude, sa façon d'évaluer notre maison, ses questions pointues sur la valeur des propriétés dans notre quartier m'a déstabilisé. « Ta mère a réussi », a-t-elle dit à Thomas tandis que nous débarrassions la table, d'un ton que je n'arrivais pas à cerner. « Cette maison doit valoir une fortune. » J'ai balayé mon malaise en pensant à l'instinct protecteur naturel d'une mère qui avait été le principal compagnon de son fils pendant si longtemps. Peut-être étais-je simplement réticente à le partager. Thomas rayonnait en sa présence, transformé par l'amour en quelqu'un désireux de plaire, d'impressionner, de se montrer digne de son attention. Ils se sont mariés 6 mois après l'obtention de leur diplôme, une cérémonie brève qui semblait quelque peu précipitée malgré des mois de préparation. J'ai vu mon fils échanger ses vœux avec cette femme qui ne m'avait jamais vraiment aimé, qui parlait de leur avenir avec une certitude qui semblait m'exclure totalement. Maintenant que nous sommes mariés, annonça-t-elle à la réception, Thomas et moi allons devoir réfléchir sérieusement à notre avenir. À la stabilité, aux décisions pratiques à prendre. À l'époque, je pensais qu'elle parlait des enfants, de la carrière, des préoccupations habituelles des jeunes couples. Je n'avais aucune idée qu'elle parlait de ma maison. Les changements ont commencé lentement, presque imperceptiblement. Lors de leur visite, Sylvie faisait des observations en apparence innocentes, mais teintées d'inquiétude. « Marie, tu ne devrais vraiment pas grimper à l'échelle pour nettoyer ces hautes vitres.
Et si tu tombais? Ou encore, cette maison est si grande pour une seule personne. Tu ne te sens pas seul? Thomas, mon gentil garçon qui avait toujours été si attentionné, commença à faire écho à ses inquiétudes. Maman, Sylvie a peut-être raison. Tu ne rajeunis pas, et cette maison demande tellement d'entretien. J'essayais de rire de ses suggestions, mais elles persistaient, de plus en plus fréquentes et pointues. Sylvie mentionnait des articles qu'elle avait lus sur les chutes de personnes âgées à domicile, les avantages d'un espace de vie plus petit, l'intérêt financier de vivre dans un logement plus petit. Elle parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait fait des recherches approfondies sur le sujet, armée de statistiques et d'arguments raisonnables. Pense à la liberté, Marie, disait-elle, la main posée avec possessivité sur le bras de Thomas. Plus de soucis de réparation, plus d'isolement. Tu pourrais vivre dans un bel appartement, proche des commerces et des services. Bien plus pratique. Mais je n'étais pas prête pour le pratique. J'avais 58 ans, j'étais en bonne santé et profondément ancrée dans la vie que j'avais construite. La maison n'était pas un fardeau, c'était ma force. Dans mon jardin, je trouvais la paix. Dans ma cuisine, je trouvais un but. Dans chaque pièce, je retrouvais les souvenirs de Pierre et l'enfance de Thomas, les éléments constitutifs de la personne que j'étais devenue. Quand je le disais à Thomas, il hochait la tête avec sympathie, puis ajoutait « Mais maman, on veut juste que tu sois en sécurité. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi. » Le pronom me piquait. Quand mon fils avait-il commencé à dire « d'une voix qui ressemblait étrangement à celle de sa femme. Au fil des mois, les suggestions se faisaient plus insistantes. Sylvie commença à apporter des brochures immobilières à nos dîners du dimanche, des pages glacées présentant des appartements modernes avec système de sécurité et boutons d'appel d'urgence. Elle parlait d'amis dont les parents âgés avaient réussi la transition, peignant des images d'activités sociales et de commerce pratique. « Tu t'isoles, Marie ?» disait-elle avec une inquiétude apparemment sincère. « Cette grande maison, ces souvenirs, ils te maintiennent prisonnière du passé. » Thomas, pris entre la sagesse apparente de sa femme et la résistance de sa mère, était de plus en plus frustré par mon entêtement. « Pourquoi ne veux-tu pas au moins y réfléchir ?» demandait-il. « On ne cherche pas à vous faire du mal. On essaie de vous aider. » Mais j'ai commencé à remarquer des choses qui me troublaient. La façon dont le regard de Sylvie s'attardait sur nos meubles anciens, les tableaux de famille, le service en argent ayant appartenu à ma grand-mère. Sa façon de poser des questions détaillées sur l'histoire de la maison, ses rénovations, son emplacement exact et la taille du terrain. Sa façon de sembler en savoir plus sur la valeur des propriétés dans notre quartier que quelqu'un qui se préoccuperait de mon bien-être. Un soir, je l'ai surprise au téléphone dans le jardin, parlant d'une voix basse et pressante. Non, elle est difficile. Mais Thomas travaille sur elle. Il faut être patient, mais ferme. La propriété vaut trop cher pour abandonner. Lorsque je l'ai confrontée à cette conversation, elle a prétendu qu'il s'agissait de la situation d'une amie, pas de la nôtre. Mais la suspicion était bien ancrée et elle s'est renforcée de jour en jour. Le point de rupture est survenu un mardi après-midi pluvieux d'octobre. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer des légumes pour la soupe, lorsque j'ai entendu la clé de Thomas dans la porte d'entrée. Mais en allant le saluer, je découvris qu'il n'était pas seul. Sylvie l'accompagnait, accompagnée d'un homme que je ne reconnus pas, un homme mince et nerveux, vêtu d'un costume coûteux, qui se présenta comme maître Dubois, avocat. « Maman, » dit Thomas d'une voix tendue, « il faut qu'on parle. » Ils s'installèrent dans mon salon comme un tribunal, l'avocat ouvrant une mallette et étalant des papiers sur ma table basse. Je me sentis soudain comme une étrangère chez moi, face à 3 personnes qui avaient visiblement préparé ce moment. « Marie, » commença Sylvie d'une voix artificiellement douce, « nous sommes là parce que nous tenons à vous. Nous vous observons lutter pour entretenir cette maison, et nous pensons qu'il est temps d'envisager des solutions pratiques. » L'avocat s'éclaircit la gorge. « Madame, on m'a demandé de préparer des documents qui faciliteraient votre transition vers un logement plus adapté. Avec votre permission, nous pourrions organiser la vente de ce bien et vous aider à trouver un bel appartement qui répondrait bien mieux à vos besoins actuels. » Je regardais Thomas, cherchant dans son visage le fils que j'avais élevé, le garçon qui m'avait promis de toujours me protéger. Mais ses yeux étaient rivés sur les papiers, et quand il parla, sa voix semblait répéter. «
Maman, on a trouvé un bel appartement près du centre-ville. Il est plus petit, certes, mais il a tout ce qu'il te faut. Et l'argent de la vente de cette maison te garantirait un confort pour le restant de tes jours. Le restant de mes jours, répétai-je, les mots me semblant étranges. Tu parles comme si j'étais déjà parti. Sylvie se pencha en avant, l'air sérieux. Marie, on ne te bouscule pas. Mais à ton âge, ces décisions deviennent plus importantes. Et s'il t'arrivait quelque chose? Si tu tombais ou si tu avais un problème de santé? Cette maison est trop isolée, trop difficile à entretenir. J'ai observé les 3 visages devant moi et j'ai soudain compris. Il ne s'agissait pas de ma sécurité ou de mon confort. Il s'agissait de ma maison, de mon indépendance, de mon refus de m'effacer et de laisser les autres décider à ma place. Et qu'adviendra-t-il de cette maison une fois que je serai installé dans mon charmant nouvel appartement? L'avocate et Sylvie échangèrent un bref regard, mais Thomas répondit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. On s'en occupera, maman. On veillera à ce que tout soit bien géré. On s'en occupera, répétai-je. Tu veux dire que tu vivras ici? Quelqu'un devrait, s'empressa de dire Sylvie. C'est dommage de laisser une si belle propriété vide. À cet instant, l'ampleur de leur plan m'apparut clairement. Ils ne se souciaient pas de mon bien-être, ils orchestraient mon expulsion de chez moi. Ils étaient venus avec des documents légaux, des arguments raisonnables, sous la pression combinée de la loyauté de mon fils et de l'autorité d'un inconnu, s'attendant à ce que je me contente d'acquiescer. Mais ils m'avaient sous-estimé. Je leur ai souri, du genre de sourire que j'avais perfectionné durant mes années de bibliothécaire face à des usagers particulièrement difficiles. J'apprécie votre sollicitude, ai-je dit, mais je ne suis pas prête à prendre une décision aussi importante aujourd'hui. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir. Le masque de Sylvie s'est légèrement affaissé. Marie, nous avons consacré beaucoup d'efforts à rechercher les meilleures options pour vous. L'appartement que nous avons trouvé ne sera pas disponible indéfiniment. Alors ce n'est peut-être pas l'appartement qui me convient, ai-je répondu calmement. L'avocat a commencé à parler de l'importance de planifier, des complexités des transferts de propriété, des avantages d'agir au plus vite. Mais j'avais cessé d'écouter. J'observais plutôt le visage de mon fils, observant le conflit se manifester dans ses expressions. Thomas, dis-je, interrompant le monologue de l'avocat, te souviens-tu quand tu avais 8 ans et que tu as cassé la pipe préférée de ton père? Tu avais tellement peur de le lui dire, mais quand tu l'as finalement fait, il a juste souri et m'a dit « Les accidents arrivent, mon fils. L'important, c'est que tu m'aies dit la vérité. » Le regard de Thomas croisa le mien pour la première fois cet après-midi-là. Je m'en souviens. Ton père disait toujours que l'honnêteté était le fondement de l'amour. Que nous pouvions surmonter n'importe quelle tempête tant que nous étions honnêtes l'un envers l'autre. Je marquai une pause, laissant les mots reposer. Je me demande ce qu'il penserait de cette conversation. Le silence retomba. Le visage de Thomas rougit, et je vis le garçon que j'avais élevé lutter contre l'homme qu'il était devenu. « Maman, dit-il finalement, c'est différent. Nous essayons de t'aider. »« Vraiment » demandai-je doucement. « Ou essayez-vous de vous aider vous-même » Sylvie se leva brusquement. « Marie, je pense que tu es injuste. Nous sommes venus ici par amour et par sollicitude, et tu nous traites comme des ennemis. »« Je te traite comme ce que tu es, » dis-je d'une voix toujours calme, mais plus ferme. Des gens qui ont décidé de ce qui était le mieux pour moi sans me demander ce que je voulais. L'avocat s'éclaircit la gorge nerveusement. On devrait peut-être laisser à madame le temps de réfléchir. Non, dis-je en me levant et en me dirigeant vers la porte d'entrée. Je pense que cette conversation est terminée. Je ne signerai aucun papier aujourd'hui, ni aucun jour, tant que je ne serai pas prête à prendre ma propre décision. Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine, entourée du confort familier de ma maison, et j'ai commencé à planifier. S'ils voulaient jouer avec ma vie, je leur montrerais que j'étais loin d'être la vieille femme sans défense qu'ils imaginaient. Le lendemain matin, j'ai appelé mon médecin et j'ai pris rendez-vous pour un examen médical complet. Puis j'ai contacté mon propre avocat, Maître Rousseau, qui avait géré les affaires de Pierre et connaissait bien la situation de ma famille. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et sa réaction a été immédiate et inquiète. « Marie,
Ce que vous décrivez ressemble à une tentative de maltraitance envers une personne âgée. Les moyens de pression, l'apparition soudaine de documents juridiques, la manipulation émotionnelle, ce sont des signes avant-coureurs classiques. Je lui ai demandé d'enquêter sur Maître Dubois, l'avocat qui les avait accompagnés. 2 jours plus tard, il m'a rappelé avec des nouvelles inquiétantes. L'homme qui est venu chez vous n'est pas un avocat agréé. Son vrai nom est Claude Moreau, et il a été impliqué dans plusieurs escroqueries ciblant des propriétaires âgés. Il travaille avec des complices qui identifient des cibles vulnérables et utilisent ensuite de fausses autorisations légales pour les contraindre à des transferts de propriété défavorables. Mon sang s'est glacé. Sylvie n'avait pas seulement comploté pour prendre ma maison, elle avait collaboré avec des criminels pour y parvenir. Mais il y avait plus. Maître Rousseau avait également découvert que Sylvie s'était renseignée sur mes capacités mentales, avait parlé à des gens de mon quartier et posé des questions suggestives sur mon comportement, ma mémoire, ma capacité à prendre soin de moi. Elle avait monté un dossier pour me faire déclarer mentalement inapte. Elle a été très intelligente à ce sujet, a-t-il expliqué. Rien de manifestement malveillant, juste des questions inquiètes sur votre bien-être. Mais si elle pouvait établir un schéma de déclin cognitif, cela renforcerait toute contestation judiciaire de votre capacité à prendre des décisions concernant vos biens. J'étais écœuré, non seulement par la trahison, mais aussi par la prise de conscience de l'ampleur du mensonge. Chaque conversation, chaque visite, chaque expression d'inquiétude faisait partie d'un plan élaboré pour me priver de mon foyer et de mon indépendance. Mais je ressentais aussi autre chose, une détermination farouche que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Pierre. Elles avaient réveillé en moi quelque chose que je croyais enfoui avec mon mari, la combativité qui m'avait porté à traverser la monoparentalité, les difficultés financières et les innombrables défis de la construction d'une vie à partir de rien. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue une véritable détective. J'ai documenté chaque conversation, chaque visite, chaque interaction suspecte. J'ai enregistré les appels téléphoniques, légalement, avec les notifications appropriées, et pris des notes détaillées des dates, des heures et des témoins. J'ai également commencé à reconstruire mes liens sociaux en me tournant vers des voisins, des amis et des collègues qui pouvaient témoigner de mon acuité mentale et de mes capacités physiques. J'ai fait du bénévolat au programme local d'alphabétisation, organisé un nettoyage de quartier et même suivi un cours d'informatique au centre communautaire. Je voulais établir un bilan clair de mes compétences et de mon engagement dans la vie. Plus important encore, j'ai commencé à comprendre le rôle de Thomas dans tout cela. Grâce à des questions et à une observation attentive, j'ai compris qu'il croyait sincèrement me protéger. Sylvie l'avait nourri d'inquiétudes constantes concernant mon isolement, ma santé déclinante et mon incapacité à assumer les responsabilités liées à la propriété. Elle l'avait convaincu que je souffrais en silence, trop fier pour demander de l'aide. D'une certaine manière, cela rendait sa trahison à la fois plus pardonnable et plus déchirante. Mon fils n'était pas méchant, il était manipulé. Mais il était aussi faible, prêt à croire le pire à propos de sa mère plutôt que de se fier à ses propres observations et souvenirs. La deuxième embuscade eut lieu 3 semaines plus tard, mais cette fois, j'étais prête. C'était un mardi après-midi, et Thomas arriva de nouveau avec Sylvie et le faux avocat. Mais cette fois, j'avais ma propre surprise. Maître Rousseau était assis dans mon salon, en compagnie du docteur Lemaire, mon médecin depuis 15 ans, et de Madame Petit, ma voisine qui me connaissait depuis l'enfance. J'avais également fait enregistrer les débats par un sténographe judiciaire. Lorsque Thomas, Sylvie et Claude Moreau entrèrent dans mon salon, leur confiance s'évanouit instantanément. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sylvie, son sang-froid se brisant pour la première fois depuis que je la connaissais. « Ceci, dis-je calmement, est une véritable consultation juridique. Pas la pièce de théâtre que vous avez montée la dernière fois. » Maître Rousseau se leva et se présenta, puis s'adressa directement au faux avocat. « Monsieur Moreau, vous vous êtes présenté comme avocat lors de votre dernière visite. Êtes-vous prêt à fournir votre numéro d'inscription au barreau ?» Le visage de l'homme pâlit. Il semble y avoir une confusion. » Il n'y a aucune confusion, dis-je d'une voix ferme et claire. Vous n'êtes pas avocat. Vous êtes un imposteur. Et toute cette machination est une tentative de me voler mes biens par la tromperie et la manipulation émotionnelle. Je me tournai vers Thomas,
qui fixait sa femme avec une horreur grandissante. Savais-tu, mon fils, que ta femme collaborait avec ce criminel pour me faire déclarer mentalement incapable? Savais-tu qu'elle répandait des mensonges sur ma santé et ma capacité à prendre soin de moi? Ce n'est pas vrai, dit Sylvie rapidement, mais sa voix manquait de conviction. Le docteur Lemaire prit la parole. J'ai examiné Madame Marie minutieusement la semaine dernière. Elle est en excellente santé, tant physique que mentale. Ses fonctions cognitives sont tout à fait normales pour son âge, et elle ne présente aucun signe du déclin évoqué. Madame Petit ajouta, je connais Marie depuis 20 ans. C'est l'une des femmes les plus capables et indépendantes que je connaisse. L'idée qu'elle ne puisse pas prendre soin d'elle-même est absurde. Thomas nous regardait tour à tour, sa femme et moi, le visage mêlé de confusion et de prise de conscience. Sylvie, de quoi parle-t-il? De quel complot? Maître Rousseau ouvrit sa serviette et en sortit un dossier. Votre femme s'est renseignée sur l'état mental de votre mère, recueillant ce qu'elle espérait être des preuves d'incompétence. Elle a collaboré avec cet homme pour créer de faux documents juridiques destinés à contraindre votre mère à céder ses biens. C'est un mensonge, hurla Sylvie, mais son désespoir était perceptible. Thomas, ne les écoute pas. Ils essaient de te monter contre moi. Mais Thomas fixait le faux avocat, la reconnaissance naissante dans ses yeux. Vous n'êtes pas vraiment avocat, n'est-ce pas? Claude Moreau reculait déjà vers la porte. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Je devrais y aller. Oh, vous devriez absolument y aller, dit Maître Rousseau d'une voix douce. Directement au commissariat, où ils m'attendent pour discuter de vos activités passées. Comme interpellés par ces paroles, 2 policiers se présentèrent à ma porte. J'avais pris des dispositions pour leur présence, sachant qu'une plainte pour fraude devrait être déposée immédiatement. S'ensuivit l'effondrement total du plan soigneusement élaboré par Sylvie. Confronté à des accusations criminelles et à des preuves solides de sa tromperie, Claude Moreau a tout avoué. Il travaillait avec Sylvie depuis des mois, élaborant un plan pour me déposséder de mes biens. Elle lui avait fourni des informations détaillées sur ma situation familiale, mes finances et mes vulnérabilités émotionnelles. Le plan consistait à me faire pression pour que je signe une procuration, puis a utilisé ce pouvoir pour vendre la maison et me transférer dans un établissement de soins insalubres. Ils auraient conservé le produit de la vente, prétextant qu'il servait à mes soins, tout en empochant l'argent. Thomas resta silencieux, stupéfait, tandis que les détails apparaissaient. Sa femme, celle qu'il aimait et en qui il avait eu confiance, l'utilisait comme arme contre sa propre mère. Chaque inquiétude qu'elle exprimait concernant mon bien-être, chaque dispute concernant mon besoin de soins, chaque suggestion de réduire la taille de mon logement relevait d'une fraude calculée. « Comment as-tu pu » murmura-t-il en fixant Sylvie tandis que la police lui expliquait les accusations portées contre elle. « Thomas, tu dois me croire, supplia-t-elle. Je l'ai fait pour nous. Pour notre avenir. Ta mère est vieille et elle ne vivra pas éternellement. J'essayais juste d'assurer notre stabilité financière. En volant ma mère. » Sa voix était à peine audible. En étant pragmatique, s'exclama-t-elle, son masque tombant enfin complètement. Tu es trop faible pour voir ce qu'il faut faire. Quelqu'un devait penser à notre avenir. À cet instant, j'ai vu le cœur de mon fils se briser. Mais je l'ai aussi vu grandir, comprenant enfin la différence entre amour et manipulation, entre préoccupation sincère et ambition égoïste. Sylvie fut arrêtée et finalement condamnée pour fraude et tentative de maltraitance envers les personnes âgées. Claude Moreau a été condamné à une peine plus lourde en raison de ses précédentes condamnations. La procédure judiciaire a duré des mois, pendant lesquels Thomas et moi avons dû surmonter les affres de notre relation. Cette trahison nous avait profondément blessés. Thomas était anéanti par la prise de conscience que sa femme l'avait instrumentalisé, que son souci sincère de mon bien-être était devenu une arme contre moi. Il se reprochait de ne pas avoir décelé sa manipulation, de ne pas s'être fié à son instinct. J'ai été blessé non seulement par les actes de Sylvie, mais aussi par la propension de mon fils à croire le pire à mon sujet. Comment le garçon que j'avais élevé, qui m'avait vu surmonter toutes les épreuves de la vie, pouvait-il penser que j'étais soudainement incapable de gérer mes propres affaires? Mais lentement, douloureusement, nous avons commencé à guérir. Thomas est retourné vivre dans son propre appartement,
a demandé le divorce et a entamé le difficile processus de reconstruction de sa vie. Il venait me voir tous les dimanches, comme avant Sylvie, et nous avons parlé franchement de ce qui s'était passé. « Je suis désolée, maman », m'a-t-il dit un après-midi alors que nous travaillions ensemble au jardin. « J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait. »« Tu l'aimais » répondis-je, les mains fermes, tandis que je taillais les rosiers que Pierre avait plantés il y a tant d'années. L'amour nous rend vulnérables. Il nous pousse à croire au meilleur chez les autres, même lorsque les faits suggèrent le contraire. Mais je t'ai blessé. Je t'ai trahi. J'arrêtai de travailler et regardai mon fils, cet homme qui était encore, à bien des égards, le petit garçon qui avait un jour cassé la pipe de son père et lui avait avoué en larmes. « Tu as fait une erreur, Thomas. Une grave. Mais tu as été manipulé par quelqu'un qui savait exactement comment utiliser ton amour contre toi. » Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant un moment, puis j'ai continué. Ton père disait que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses erreurs, mais à sa réaction lorsqu'elle en prend conscience. Tu as choisi de voir la vérité, même quand c'était douloureux. Tu as choisi de défendre ce qui était juste, même quand cela t'a coûté ton mariage. J'aurais dû te choisir dès le début. Tu as choisi ce que tu pensais être le mieux pour tous. C'est le genre de personne que tu es, Thomas. C'est le genre de personne que nous t'avons élevé pour être. Ne laisse pas sa corruption de cette bonté te faire honte de qui tu es. Au fil des mois et de notre guérison, j'ai commencé à comprendre que cette expérience m'avait appris des choses sur moi-même que je n'aurais peut-être jamais apprises autrement. Je m'étais toujours considéré comme quelqu'un qui avait survécu à une perte, qui avait surmonté les épreuves et en était ressorti plus forte. Mais je n'avais jamais vraiment testé ma capacité à tenir bon lorsque tout ce à quoi j'avais de la valeur était menacé. La maison, je l'ai réalisé, n'avait jamais été qu'une question de murs, de pièces et de souvenirs. Elle avait été synonyme d'autonomie, du droit de faire mes propres choix, de la dignité de vivre ma vie comme je l'entendais. Lorsque Sylvie et son complice ont tenté de me priver de cela, ils ont réveillé en moi une force féroce et protectrice dont j'ignorais l'existence. J'ai aussi appris quelque chose sur la nature de la famille et de la loyauté. La trahison de Thomas avait été dévastatrice, mais son retour à la vérité et à la justice avait été salvateur. Il avait commis une terrible erreur, mais il avait aussi trouvé le courage de la corriger. Cela exigeait une force bien plus grande que celle que je lui avais jamais demandée auparavant. Et j'ai appris l'importance de la communauté et des liens. Les personnes qui m'avaient soutenu pendant la confrontation en mon médecin, mon avocat, mon voisin avaient formé un réseau de soutien qui a fait toute la différence. J'avais eu tort de croire que je pouvais affronter les épreuves de la vie toute seule. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis toujours dans ma maison aux volets bleus et aux rosiers grimpants. Thomas me rend visite régulièrement et notre relation s'est renforcée. Il est plus attentionné, mais aussi plus respectueux de mon indépendance. Il a appris à me voir non seulement comme sa mère, mais comme une personne à part entière, dotée de ma propre sagesse, de ma force et de mon droit à l'autodétermination. Je continue de travailler à la bibliothèque, de m'occuper de mon jardin et de vivre ma vie avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui a surmonté sa plus grande épreuve et en est ressorti victorieuse. Mais la victoire ne consistait pas à garder ma maison ou à déjouer le plan de Sylvie. La victoire consistait à découvrir que j'avais la force de rester ferme dans mes convictions, même lorsque mes proches essayaient de me convaincre que j'avais tort. Il y a des moments, surtout le soir, lorsque la lumière passe par les fenêtres comme du vivant de pierre, où je pense à ce qui aurait pu arriver si j'avais été plus faible, plus confiant, plus disposé à croire que d'autres savaient ce qui était le mieux pour moi. J'aurais peut-être signé ces papiers, emménagé dans cet appartement, passé le reste de mes jours à être victime de l'ambition d'autrui. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tenu bon. J'ai riposté. J'ai protégé ce qui m'appartenait, et ce faisant, j'ai protégé mon droit d'être qui je suis. Je partage cette histoire non pas pour vous effrayer des dangers qui pourraient vous guetter au sein de votre propre famille, mais pour vous rappeler la force qui est en vous. À 58 ans, je pensais connaître mes limites, avoir affronté tous les défis que la vie me réservait. Mais j'ai découvert que nous sommes capables de plus que nous ne l'imaginons, que nous pouvons trouver du courage dans les moments où nous pensions n'en avoir plus.
Si vous êtes confronté à des difficultés personnelles, qu'il s'agisse de conflits familiaux, de problèmes de santé, de soucis financiers ou simplement des difficultés quotidiennes liées au vieillissement dans un monde qui semble souvent conçu pour les jeunes, rappelez-vous que vous avez survécu à tout ce que la vie vous a réservé jusqu'à présent. Vous possédez une sagesse qui ne s'enseigne pas, une force qui ne s'emprunte pas et le droit de vivre selon vos propres valeurs et vos propres choix. Ne laissez personne vous convaincre que votre âge vous affaiblit ou que votre besoin d'aide occasionnelle vous rend incompétent. Ne laissez personne, aussi amoureux que vous puissiez l'être, prendre à votre place des décisions que vous êtes capable de prendre vous-même. Et ne laissez personne vous voler votre dignité sous prétexte de se soucier de votre bien-être. Votre vie vous appartient et vous avez le droit de la vivre comme vous le souhaitez aussi longtemps que vous le pouvez. Ce droit ne diminue pas avec l'âge, il devient plus précieux. Préservez-le précieusement, mais n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. L'essentiel est de faire la distinction entre ceux qui veulent vous aider à vivre votre vie et ceux qui veulent la vivre pour vous. Mon histoire continue de se dérouler dans cette maison où j'ai choisi de vivre. Thomas a retrouvé l'amour auprès d'une femme qui me traite avec un respect et une affection sincère. Nous avons parlé de l'avenir, de ce qui se passera lorsque j'aurai besoin de plus de soins, et nous avons élaboré des plans qui tiennent compte à la fois de mon besoin d'indépendance et de mon appréciation réaliste de l'avenir. Je suis également devenu une sorte de défenseur des autres personnes âgées de ma communauté, partageant mon histoire avec des groupes de la maison de retraite et aidant les autres à reconnaître les signes avant-coureurs d'abus financiers. Il est surprenant de constater la fréquence de ces arnaques et le nombre de personnes ayant des histoires similaires à la mienne. Mais surtout, je continue de vivre avec gratitude pour la leçon que j'ai apprise sur ma propre force. Chaque matin, lorsque je me réveille dans mon lit, chez moi, entouré des souvenirs et des biens qui racontent l'histoire de ma vie, je me rappelle que je me suis battu pour cela. J'ai tenu bon au moment le plus important. Et dans le jardin, lorsque je soigne les rosiers qui fleurissent depuis 30 ans, j'imagine parfois le sourire approbateur de Pierre. Il aurait été fier, je pense, de la femme qui a surgi de cette confrontation. Il aurait reconnu la force qu'il a toujours vue en moi, même quand je ne la voyais pas en moi-même. Les rosiers fleurissent chaque année, témoignage de la force durable des choses profondément enracinées, soigneusement entretenues et farouchement protégées. Comme la maison, comme la vie que j'ai construite, comme la dignité que j'ai refusé d'abandonner. En terminant cette histoire, je veux que vous sachiez qu'il ne s'agit pas vraiment de maison, d'argent, ni même de trahison familiale. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental, le droit d'être soi-même, de faire ses propres choix, de vivre selon ses propres valeurs jusqu'à sa mort. Nous vivons dans un monde qui traite souvent les personnes âgées comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des individus à respecter. Nous sommes perçus comme des fardeaux, des obstacles à l'efficacité, comme des personnes dont le temps est révolu et dont l'opinion compte moins que celle des jeunes générations. Mais nous ne sommes pas des problèmes à résoudre. Nous sommes des personnes qui ont gagné le droit au respect après des décennies de vie, d'apprentissage et de contribution au monde. Ne laissez personne vous rabaisser à cause de votre âge. Ne laissez personne vous faire croire que vos désirs, votre confort, votre bonheur comptent moins que la commodité ou l'aspect pratique. Ne laissez personne vous convaincre que l'amour exige de sacrifier votre autonomie. Et rappelez-vous que parfois, le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir pour nos familles est de rester forts, d'insister sur notre droit à la dignité, de leur montrer que l'âge n'est pas synonyme de faiblesse et qu'avoir besoin d'aide ne signifie pas renoncer au contrôle. J'espère que mon histoire vous donnera du courage si vous en avez besoin, de la validation si vous doutez de votre propre force et de l'espoir si vous faites face à vos propres difficultés. Nous sommes plus forts que nous le pensons, plus sages qu'on ne le pense et méritons le respect, quel que soit notre âge. La maison au volet bleu est toujours debout, les roses fleurissent toujours, et je me réveille chaque matin reconnaissant de la force que j'ai trouvée au moment où j'en avais le plus besoin. Cette force est en vous aussi, attendant le moment où vous en aurez le plus besoin. Faites-vous confiance. Tenez bon. Vous valez la peine de vous battre.